Bonsoir et merci de nous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de votre émission Surface de vérité. Dans le fauteuil, c'est un homme qui a l'argument d'autorité quand il s'agit de parler de médias au Burkina Faso. Il est journaliste, enseignant, chercheur en communication, marketing et santé publique. D'ailleurs, il prépare un doctorat dans ce sens. Il s'agit du président de l'OBM, l'Observatoire burkinabé des médias, Ahmed Mamadou Koné. Bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Merci de m'avoir invité. Je suis très heureux d'être dans ce studio parce que BFM quand même est une station que le public aime bien, qui nous représente bien et où on fait du très bon travail. Je félicite le personnel en passant. Et ça fait plaisir d'entendre, de voir ce regard du doyen que vous êtes. Passé par le CESTI, des diplômes en journalisme, en communication, mais aussi en santé publique. Vous préparez un doctorat dans ce sens? Oui, ça c'est une longue histoire. En fait, j'ai toujours Comme aimé quoi, la le santé. journalisme mène à tout. Oui, j'ai toujours aimé la santé et il y en a qui m'ont demandé pourquoi tu n'as pas été médecin. J'ai dit bon, j'aurais bien voulu. Mais en fait, moi, je voulais mettre plutôt la communication au service de la santé. Et j'ai fait effectivement le CESTI de Dakar. Et après le CESTI, quand je suis rentré chez nous, au pays, j'avais pensé que c'est la fonction publique à l'époque. Je me suis dit, attention, quand tu vas te former, il faudra faire attention puisque c'est l'État. Et comme on le sait chez nous, on fait partie d'un service à l'autre. Donc, première année, c'était tronc commun, presse écrite. Deuxième année, on dit, choisissez entre la radio et la presse écrite. J'ai dit, la radio. Troisième année, on dit, choisissez entre la radio et la télévision. J'ai dit, télévision. Et quand je suis rentré, effectivement, j'ai fait tous les médias, même jusqu'au cinéma. Mais sur mon parcours, comme j'aimais la santé, je faisais beaucoup d'émissions sur la santé. J'étais avec beaucoup de gens de la santé. D'ailleurs, j'ai dit bonjour à mes anciens amis du ministère de la Santé publique qui ont beaucoup travaillé et avec qui on a œuvré dans pas mal de domaines, notamment la planification familiale, les soins de santé primaire. Ça a fait avancer d'abord la Haute-Volta, ensuite le Burkina Faso. Et c'est ça qui m'a conduit à repartir à l'université parce que je n'avais jamais fait de recherche. J'estimais qu'il y avait trop d'attentes. J'étais membre de l'association burkinabé, l'association voltaïque pour le bien-être familial qui est devenue l'association burkinabé pour le bien-être familial. La BBF. Oui. La BBF. Et j'estimais que les attentes étaient très grandes pour mes épaules. J'étais simple journaliste. J'ai dit, bon, il faut que j'aille me former. J'entendais chaque fois parler de recherche en santé, etc. J'ai dit, bon, j'y m'en vais. Et c'est comme ça que j'ai profité d'une aubaine qui m'avait été offerte comme ça, à cause des tiraillements dans les services et au niveau de l'État. Et je suis parti au Canada. J'ai fait 10 ans et j'ai fait un master en communication publique et axé sur les campagnes, l'évaluation des campagnes, leur conception, etc., les stratégies. Et j'ai voulu maintenant aller en fac de médecine. On m'a dit qu'il n'y a pas de diplôme en communication santé, donc il me fallait aller carrément à la fac de médecine. J'ai été admis après des tests et j'ai commencé les cours jusqu'à l'examen de synthèse du doctorat. Donc j'ai fait le PhD jusqu'à l'examen de synthèse. Je me suis dit, bon, au Burkina Faso, il y a souvent trop de tiraillements. Et l'université m'a dit, écoute, on a constaté que toi, quand tu pars chez toi, pour revenir, c'est difficile. Donc, tu vas soutenir ta thèse là où tu te trouves rendu. J'ai dit, je ne peux pas le faire. Il faut que je termine complètement pour venir faire la soutenance. Donc, l'examen de synthèse, j'ai eu mention excellente. J'ai eu 2 bourses d'excellence. D'abord, le département de médecine sociale et préventive de l'Université de Montréal. Et puis, j'ai eu aussi une bourse du département d'anthropologie, puisque j'ai fait anthropologie de la santé en plus. Donc, je rentre à Ouaga. Et bien voilà, on m'a bloqué. Je n'ai jamais pu repartir pour donc soutenir ma thèse. Et j'espère que, évidemment, j'aurai cette chance-là et que des organismes qui bloqué, me suivent... c'est-à-dire au niveau de la fonction publique? Oui, c'est la fonction publique. Évidemment, c'était avant ma retraite. J'ai eu beaucoup... Vous savez, moi, j'ai toujours été un journaliste au-dessus de la mêlée. Je suis assez loin des partis politiques. Parce que j'ai toujours estimé qu'un journaliste ne doit pas militer dans les partis politiques. Si vous voulez critiquer la gouvernance de l'État, si vous voulez effectivement critiquer nos hommes politiques, il faut que vous soyez au-dessus de la mêlée.
Et j'avais eu cette discipline-là. Je dis, pendant longtemps, je suis resté ferme là-dessus. Malheureusement, on dit que quand vous ne faites pas la politique va vous faire. Et c'est comme ça que les gens ont profité. Ils m'ont écarté. Et je n'ai rien dit, j'ai continué mon travail. Je suis revenu, mais je n'ai pas pu repartir effectivement parce qu'évidemment, les gens sont revenus sur certains clichés. Et bien sûr, on m'a bloqué, je le dis. Et c'est vrai parce qu'il y a des documents qui le prouvent. Le journalisme d'hier à aujourd'hui, c'est une pratique normalement évolutive, on le sait. Mais quel est le regard panoramique que vous jetez sur ce parcours-là aujourd'hui en termes de production aujourd'hui? Prenons la presse burkinabé, le débat, il est là aujourd'hui. Je crois que les journalistes burkinabés travaillent beaucoup. Mais on n'en a jamais assez fait. Parce que nous sommes dans un pays quand même qui a beaucoup évolué sur le plan des libertés démocratiques et de la liberté de la presse en particulier. Il ne faut pas oublier que jusqu'en 1966, ce n'était pas facile. C'était le parti unique et donc la pensée unique, donc l'expression unique. Et après le soulèvement du 3 janvier 1966, les langues se sont déliées, la parole libérée, les gens ont commencé à parler. Et donc les libertés démocratiques ont été conquises graduellement. Je me rappelle encore avec beaucoup d'émotion quelques pionniers qui n'étaient pas forcément des journalistes, les Mamadou Zangbe, j'espère qu'il vit toujours, les Boniface Kaboré, les Kizerwo, qui avaient tous lancé des pamphlets, des journaux à travers lesquels nous nous sommes nourris, nous jeunes. Et moi-même, j'ai fait l'école normale de Ouagadougou, actuel lycée Bogodougou, où nous avions un journal qu'on appelait Le Bourgeon. Vous savez qu'à l'ISTIC, ils ont Le Bourgeon nouveau. Et j'avais Antoine Kendré qui était avec moi là-bas, et puis Germain Nama aussi, et puis le cinéaste Pierre Rwamba. Ils ont tous fait l'école normale, on a travaillé à travers Le Bourgeon. Donc nous nous sommes aussi nourris quand même à un certain abreuvoir, quand même, où il fallait être très cultivé, il fallait être à l'affût de la moindre chose, et ainsi de suite. Et progressivement, donc, les libertés démocratiques ont permis aux gens de se nourrir intellectuellement, d'être quand même bons dialecticiens au Burkina Faso. Apparurent donc des journaux, notamment l'Observateur, qu'il faut saluer au passage, qui a beaucoup fait, et dont beaucoup d'hommes politiques ont profité, et malheureusement, qui a été payé à monnaie de singe, quand par exemple on l'a brûlé, on l'a incendié, dans les années de la Révolution. Et il y a beaucoup de journaux qui sont venus. Et maintenant, avec la grande libéralisation des années 90, nous constatons que le paysage a énormément évolué. Donc on est passé du monopole d'État, évidemment, à la grande privatisation. Et nous avons aujourd'hui des médias de type communautaire, de type confessionnel, commercial, évidemment à côté de l'État. Et vous avez quand même cette myriade de journaux, de radios, de télévision. Ça fait que le journalisme a pris d'autres formes. Les jeunes qui sont arrivés n'ont même pas eu le temps d'apprendre. Bien sûr, il y a des écoles de formation, mais ces écoles datent de combien? C'est depuis seulement la fin des années 90. Il y a évidemment l'ISTIC qui était à l'époque le CFPI. Il y a évidemment d'autres pays où on allait se former, bon, que ce soit au Niger, au Sénégal ou bien en Côte d'Ivoire, au Bénin, ainsi de suite. Les journalistes se sont formés, mais aujourd'hui, nos journalistes sont formés le plus souvent par qui? C'est la grande question. Oui, sont formés le plus souvent par de grands théoriciens, c'est-à-dire des gens qui ont fait l'université, qui ont à peine eu le temps de travailler, ils sont repartis à l'université pour enseigner. Si vous n'avez pas eu le temps d'écrire un éditorial, parce qu'un éditorial, ça ne s'invente pas. Ça s'écrit pendant des années. Justement, parfois on a l'impression qu'il y a de l'amalgame entre analyse et éditorial. Oui, justement, l'éditorial donne l'opinion du journal, comme on le dit de façon simple. Mais c'est un travail. Il faut que vous soyez un journaliste aguerri qui, au fil des ans, a quand même empilé non seulement les expériences, mais la connaissance du milieu, le contexte, et qui, quand même, au plan intellectuel, s'impose, qui sait faire de belles analyses pour ressortir maintenant la quintessence au niveau de l'opinion des journalistes, de la rédaction et donc du journal, pour dire aux gens, attention, par rapport à telle situation, voilà ce que nous constatons et ce que nous disons. Mais si vous avez de l'à peu près, c'est difficile, vous n'allez pas pouvoir convaincre les gens. C'est pour cela que les éditoriaux ne sont pas confiés à n'importe qui. Et justement, je disais que
La plupart des formateurs, chez nous, au Burkina en particulier, sont jeunes. Si vous faites la moyenne d'âge au niveau des universités et des grandes des institutions qui forment, vous verrez que la plupart des enseignants sont jeunes. Certains n'ont même pas eu le temps de faire leur preuve d'abord. Voilà. Il ne s'agit pas d'avoir un doctorat, d'avoir en tout cas une maîtrise pour être un très grand journaliste. Si vous n'avez pas travaillé dans les médias, si vous n'êtes pas allé sur le terrain, mais vous ne pouvez pas venir dire à des journalistes que vous formez, en fait, de futurs journalistes, voilà comment ça se passe dans une salle de rédaction et voilà comment ça se passe sur le terrain, etc. Le vécu, c'est important. Le vécu, c'est très important. Et c'est pour ça c'est le grand défaut de nos jeunes journalistes. Quand ils sortent, ils vous le confient d'ailleurs. Quand je discute avec certains, ils me disent, ah oui, vrai, vous savez, doyen, tel problème. J'ai dit oui, ça se comprend, mais prends le temps d'apprendre. C'est pour cela qu'il faut que nos jeunes journalistes, dont beaucoup vraiment ont de la qualité, gagneraient à être un peu plus modestes dans les analyses et dans les prétentions. Parce que nous avons beaucoup d'insuffisances. Ces insuffisances sont parfois liées à la nature, disons à la personnalité de celui qui écrit. Mais c'est aussi tributaire d'une formation qui est par moments vraiment aussi déficiente. Bon, et puis on n'a pas beaucoup fait de recherches sur la formation de nos journalistes. On trouverait beaucoup à redire. Mais je continue mon propos en disant qu'au fur et à mesure que les années passent, les journalistes sont devenus nombreux, mais tout le monde n'est pas né au Burkina, donc la connaissance même du milieu, c'est important. C'est d'abord un contexte culturel aussi. Ah oui, il y a tout un contexte culturel. Et au nom justement de la libéralisation, au nom de la liberté, n'importe qui crée, excusez-moi, n'importe quoi. Parfois, s'il y a un personnel, si ça existe, mais avec aussi quelle formation et quels critères de choix. C'est tout cela aussi le problème de notre presse. Oui, c'est juste. Il y a ce côté que on a donné à n'importe qui la chance de faire sa petite boutique d'information. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? On a une radio, un fondateur crée sa radio, et puis tout ce qu'il a à faire, c'est d'attendre que les communiqués, comme on dit, que les sous rentrent. Il passe, il les cherche. Parfois, il ne se préoccupe même pas de savoir si le personnel a mangé avant d'arriver. Et ça, c'est très triste. Et durant les formations, les ateliers à l'intérieur du pays, je me suis parfois laissé interpeller par des jeunes. Monsieur, j'ai dit oui, nous avons faim. Des journalistes, en fait, ou des gens qui travaillent dans les médias qui ont dit. Un journaliste qui a faim, pourtant, c'est grave. J'étais très gêné. C'est un danger. J'étais très gêné. Il y a les journalistes formés qui ont faim parce qu'ils sont mal payés. D'abord, le métier, ça paye mal. Mais des gens qui travaillent dans les médias, des professionnels, même si après plusieurs années, même si c'est avec un certificat d'études, ils se retrouvent dans les médias, en tout cas, on ne peut pas les rejeter, ils sont dedans déjà. Mais s'il n'est pas payé comme il faut, c'est un vrai problème. Quelle information voulez-vous qu'il donne? Parce que celui qui a créé la radio, la télé, la presse écrite, lui, il sait pourquoi il a créé, il a peut-être des ambitions politiques. Mais ceux qu'il a mis au devant de la scène pour gérer cette masse d'informations, mais il ne s'en préoccupe pas. Évidemment, quand vous avez une voiture, si vous ne l'entretenez pas, il finira toujours chez le garagiste. Avec aussi une convention collective dépassée, voilà. En souffrance aussi. L'histoire de la convention collective, je me rappelle, j'avais posé le problème en 81. Et puis, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été pris en compte par la suite par ceux qui m'ont succédé. Mais aujourd'hui, la convention collective, j'ai toujours dit que ce doit être l'arme des journalistes pour qu'on sorte justement de cette misère-là. Mais les journalistes d'aujourd'hui n'ont pas toujours consacré à la convention collective le temps qu'il faut. C'est ça qu'il nous faudrait, c'est ça notre vraie bagarre. Il faut qu'on fasse en sorte que les statuts du journaliste évoluent, que le journaliste ne soit pas un mendiant perpétuel, parce que c'est le cas de le dire, c'est triste. Mal payé, mal écouté, évidemment qu'il lui aussi s'exprime mal. Et il ne parle même pas de ces problèmes. Je dis qu'il faut que les journalistes aussi fassent leur propre marketing. Il faut qu'ils se regardent. Et lorsque nous examinons la situation des médias, c'est déplorable au Burkina Faso, en tout cas aux côtés du respect de la convention collective. Vous regarderez, vous verrez dans le paysage médiatique que beaucoup de fondateurs sont aussi des gens du métier. Mais combien se préoccupent sérieusement de la situation des journalistes? À combien on paye un journaliste?
de, c'est pas 5 ou 10 ans. Mais on ne devrait pas le payer au même montant, c'est pas moi, qu'au tout début. Si on fait la comparaison salaire, diplôme égal tel salaire et ainsi de suite, vous prenez deux bon, je dirais pas deux fonctionnaires, deux travailleurs, qui soient du public ou du privé, vous ferez une comparaison, mais l'homme des médias va toujours être parmi les derniers. Ah oui, parce que vous avez fait par exemple une grande école de journalisme, l'autre a fait une grande école de communication, simplement, où il a fait par exemple, il est sorti avec son diplôme de marketing. Lorsque vous vous retrouvez, master, mais je suis sûr que le journaliste sera mal payé. Voilà des situations. Il faut que la convention collective soit remise à l'ordre du jour pour que les journalistes parlent clairement de leurs desiderata, qu'ils s'expriment, que ceux qui créent les médias soient aussi vrais. Créer aussi des médias viables, surtout, c'est important. Est-ce qu'au niveau des autorités, il faut continuer à permettre qu'on crée les médias à tout vent, parfois, pour la plupart des entreprises, pas viables, parce que tout part de là. Mais avec la libéralisation, on ne peut pas empêcher les gens de créer. Il appartient aux journalistes de s'organiser. N'importe qui n'est pas médecin, là. Je crois que si vous allez dans une salle de consultation, vous dites médecin, on vous verra. On saura que vous n'êtes pas médecin parce que évidemment, ça nécessite un certain nombre d'années de formation, un diplôme, etc., etc. Mais quelqu'un qui va dans le type de médias que nous avons aujourd'hui, il sort et dit oui, je suis journaliste. Qui va contester? On l'a entendu parler. On ne sait pas qu'il y a des degrés. Un métier est trop ouvert finalement. Voilà, c'est un métier qui est ouvert, qui n'est pas suffisamment bien bien géré par les professionnels et qui fait, ma foi, amalgame un peu partout. Le débat sur le rajeunissement permanent des rédactions, ça aussi c'est un problème, non, par rapport à la qualité des contenus. On voit des doyens qui ne sont pas encore à la retraite, mais qui passent à autre chose, au lieu d'être toujours dans les rédactions pour encadrer les plus jeunes. Il faut dire qu'en Afrique, le journalisme, on ne fait pas de carrière. Hein. Lorsque vous êtes brillant, bon, l'appareil politique se charge de vous prendre en charge, on vous amène à des postes de responsabilité qui vous éloignent des rédactions. Ça, c'est une réalité aussi. Il y a aussi les ambitions des uns des autres. Mais il y a malheureusement très souvent le facteur politique qui fait qu'on extrait des rédactions de très bons journalistes. Il y a les ambitions, c'est vrai. Mais je crois que si on faisait plus carrière dans nos rédactions, et étant donné un minimum de garantie, une convention collective qui fait que vous êtes bien payé, que vous êtes bien suivi, que vous bénéficiez d'une bonne assurance, etc., etc. Je crois que beaucoup vont rester. Mais il faut réussir à encadrer la profession pour que les gens soient protégés. Et ça, c'est malheureusement une des réalités. Les journalistes ne sont pas suffisamment bien protégés dans nos pays, de telle sorte que peu de gens restent. Rapidement, ils glissent vers d'autres professions de la communication, notamment les relations publiques, l'événementiel, etc., etc., pour se faire de l'argent, parce que malheureusement, bon, les générations actuelles pensent plus à l'argent qu'au contenu des médias. Ça, ce sont des réalités. Bon, je crois que, mais on ne peut pas jeter la pierre à tout le monde. Il faut reconnaître que dans la génération actuelle, il y a de très bons journalistes. Vous êtes parmi ceux-là d'ailleurs. Je crois que on peut les encourager. Il faut trouver des formes d'incitatifs pour que les gens restent à la rédaction. C'est pas facile, mais quand vous prenez le cas des médias publics, vous savez, les médias publics, c'est des fonctionnaires. Je suis parfois apostrophé par les jeunes quand on se rencontre au centre Norbert Zongo et puis dans les ateliers. Il y en a qui, je me rappelle, au premier jour de l'insurrection, on avait lancé un appel d'offres pour recruter, appel à candidature pour recruter un DG à la RTB. Et puis des gens m'ont apostrophé, doyen, mais il faut déposer quand même votre candidature, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, ah oui, si des gens comme nous, on arrive à la RTB, il n'y a pas 1% des gens qui vont passer sur les antennes. Ah non, c'est pas vrai. J'ai dit, mais bien sûr, il y a beaucoup de difficultés. On ne fait pas carrière parce que il y a ces déficiences-là aussi au niveau, non seulement au plan intellectuel, mais au niveau même des pratiques journalistiques. Il faut que le comportement change au niveau des journalistes, qu'on ne soit pas toujours là à la remorque de ceux qui peuvent nous donner des petits sous. Puisque, bon, quand les puissances d'argent s'engouffrent dans nos salles de rédaction, ben, les brillants s'en vont. Et c'est le règne de la médiocratie.
C'est pas partout comme ça, c'est vrai. Décourager ceux-là qui ont envie de faire carrière. Tout ça. Donc, il y a effectivement ces situations-là qui font que, bon, les gens rapidement, ils vont plus à la pêche qu'à la pratique professionnelle vraie. Au détriment de la qualité de travail, justement. Oui, c'est ça, oui. Alors, vous êtes à la tête de l'Observatoire burkinabé des médias depuis le 30 octobre 2015. Alors, votre mandat, c'est aussi pour travailler à l'ancrage de l'OBM. C'était une priorité. Est-ce que c'est une réalité aujourd'hui? C'est ce que nous essayons de faire. Nous sommes arrivés... D'abord, il faut que je félicite mon grand frère, mon aîné Jean-Baptiste Ilboudo, qui a été le premier à conduire. Et je félicite en même temps tous les professionnels des médias. Vous savez que l'OBM, c'est le résultat d'un concours d'organisation tripartite. Vous avez les organisations des professionnels des médias, vous avez le patronat de la presse et vous avez les organisations de défense des droits humains. Ce sont ces tricéphales, et donc c'est ça. C'est ce corps à trois têtes là donc qui a créé finalement l'Observatoire burkinabé des médias. Notre bureau est donc le deuxième. Malheureusement, le problème qu'on a eu, c'est que nous n'avions pas de récépissé. Nous n'avons une autre récépissé qu'en 2017, en janvier 2017, qu'il est sorti 31 janvier. Donc nous n'avons commencé à travailler qu'en fait, en février 2017, on faisait tout simplement un peu de représentation, on allait aux ateliers, ainsi de suite. Et l'un de nos objectifs, c'est de faire en sorte qu'effectivement, l'observatoire soit installé un peu partout à travers le territoire national, avec des points focaux. Un embryon avait été mis en place par mon prédécesseur et son équipe. Nous nous attelons justement à organiser l'observatoire de telle sorte que ce soit représenté un peu partout et que ce soit encore plus visible. Parce que le budget qu'on a, c'est un budget de 8 millions de francs. À 8 millions, vous avez à peine la possibilité d'organiser deux ateliers. Du coup, on comprend un peu que pourquoi il y a eu, on a eu l'impression justement qu'il y a eu peu d'interpellations par rapport à la pratique, par rapport au contenu, ou bien c'est RAS pour le professionnalisme? Ah non, il y a eu des interpellations. C'est parce que nous aimons travailler un peu en vase clos. Disons que c'est l'autorégulation quand même. C'est-à-dire, je dis souvent à mes collègues, on ne va pas s'autoflageller. Vous avez déjà la régulation qui est assurée par le Conseil supérieur de la communication. Nous, c'est l'autorégulation, donc c'est la police interne. Ce que nous faisons, c'est de rappeler les collègues qui sont en faute, qu'ils reconnaissent les fautes professionnelles, et tant que ce n'est pas grave, et puis, bon, en quelque sorte, nous les verbalisons de façon, bon, c'est entre collègues d'abord. Maintenant, nous nous sommes rendus compte qu'il y a des difficultés parce qu'il y a toujours des brebis galeuses qui n'entendent rien. Vous avez des gens qui inventent des reportages, donc des faits, ce qui est très grave. Et quand vous les invitez à venir, ils ne viennent pas. Ah oui, ils ne viennent même pas. Donc l'Observatoire a cette difficulté que les textes ne sont pas adaptés à la réalité de la situation que nous connaissons aujourd'hui. C'est peut-être lié aussi à la formation des uns et des autres, ce manque d'humilité pour accepter, reconnaître quand même qu'on a des lacunes et accepter que des anciens aient un regard sur notre travail peut-être. Non, on revient au même problème, c'est-à-dire qu'il y a tellement de gens qui sont entrés dans la profession. Chacun se prend pour un super journaliste. Et vous avez des gens qui ne sont même pas journalistes, qui gèrent des radios, des TV, la presse écrite, les journaux, des bulletins. Mais quand vous avez affaire à quelqu'un comme ça qui est venu faire de l'aventure, mais vous lui dites, il faut que tu viennes parce que il y a telle chose que nous avons observé, il faut qu'on en parle. Il sait d'office que vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas le sanctionner, bon, comme on pourrait le faire dans une autre situation. Mais qu'est-ce que vous voulez, il ne vient pas. Il y a des gens qu'on a pris qui ont fait des fautes vraiment énormes. Ça veut dire que ces personnes ne sont pas en quête d'amélioration Ça ne les intéresse même pas. Ça les intéresse même pas. Ce qui les intéresse, c'est l'argent. Le gars a créé son journal, il court après les annonceurs, il voit les hommes politiques, il fait des petites interviews, et puis il en a pour son ensongo, comme on dit, son panier de la ménagère. Et puis le reste, c'est pas son problème. Vous avez des gens qui vont couvrir des événements, on ne les a même pas invités à ces événements, et puis ils pourchassent les DG pour se faire payer parce qu'ils ont couvert
Tout ça, c'est dans les conflits que nous avons notés. Mais quand nous ressortirons, nous publierons nos actes, ben vous verrez, il y a pas mal de choses. C'est vraiment triste. Mais comme je dis, au-delà de cela, il faut reconnaître quand même que la presse burkinabé fait des efforts. Les gens travaillent. Il y a beaucoup de gens qui souffrent la misère, mais qui ne laissent pas paraître. Et donc, nous voulons encourager ces jeunes-là qui bossent sérieusement, comme on le dit dans la profession. Et lorsqu'ils sont en faute, ils le reconnaissent et nous passons. On dit, il ne faut pas faire ci, il faut pas faire ça. On passe. Donc, nous ne voulons pas créer des scandales. Parce que déjà, nous avons l'épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. Parce que l'État veille et nous estimons que lorsque nous sommes entre confrères, ce n'est pas forcément pour se protéger. Mais nous pouvons corriger nos insuffisances à l'interne. Et progressivement, on évolue. Ce qui est important, c'est la formation. Lorsque nous rendons compte que dans une salle, dans une rédaction, dans un journal ou une radio, une télé, il y a des difficultés, nous allons faire la formation incitée. Donc, à l'intérieur, on discute avec les responsables. On revient encore à cette question donc de cadre dans les rédactions, de personnes ressources assez aguerries. Peut-être l'autorégulation, ça commence déjà par là. Justement, mais quand vous avez dans une rédaction le premier responsable qui n'a même pas 5 années de pratique, oui, c'est difficile de jouer ce rôle. C'est difficile. Et ça, c'est toujours la libéralisation qui a amené ça. Hein. Le DG, c'est lui qui a créé sa radio, sa station, mais il estime que bon, il a le plein droit de mettre qui il veut. Il ne faut pas lui dire non. Maintenant, si les journalistes eux-mêmes s'organisent, que ce soit à travers l'OBM, l'AJB, etc., les synatiques et autres, mais on va tracer, on va mettre au point, en tout cas au niveau de l'OBM, nous comptons mettre en place un code déontologique accepté de tout le monde, qu'on va quand même faire respecter. Donc si la convention collective est reprise en main par les journalistes, mais je vous assure qu'on saura qui est journaliste et qui ne l'est pas. Mais tant que nous végétons comme ça, il faut assainir le secteur, bien entendu. Alors, en route pour 2020, on sent que le discours politique commence à se durcir déjà. Récemment, il y a le docteur Patrice Kouraogo, qui est conseiller spécial du président de Faso, qui a sorti un livre sur la guerre verbale, sur la période pré-insurrection. Là encore, on commence à avoir des prémices de discours assez musclés quand même au niveau des politiques. Là, la presse est encore mise à l'épreuve par rapport à la question de la régulation, justement. Oui, c'est vrai. Je crois que je crois que nous sommes tributaires. Vous savez, nos pays ont été, j'ai envie de dire, c'est le paysage franco-africain, ça. C'est-à-dire que nous avons été forgés dans le magma colonial français. On se fait dialecticien, on aime bien les débats contradictoires, les grands scandales, on parle. Et c'est évident que la classe politique, qui est tributaire aussi de cela, agisse comme ça. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ont intérêt à ce que, bon, il y ait beaucoup d'effervescence parce qu'ils préparaient aussi leur entrée sur la scène politique. On peut comprendre qu'effectivement, de temps à autre, certains écrits soient quand même assez durs. Mais c'est logique. Hein. C'est logique parce que il s'agit d'élections. Élection, ça veut dire on va choisir les meilleurs. Mais on va choisir aussi, il y en a qui croient toujours que les meilleurs, ce sont ceux qui parlent haut et fort, plus que les autres en tout cas. Et nous sommes aussi quand même dans des pays où l'analphabétisme ronge quand même la société jusqu'à un certain niveau. C'est vrai que le Burkina Faso est un de ces pays où on a fait beaucoup d'alphabétisation en langue nationale et que bon, l'expérience politique est ancrée depuis des décennies. Chaque Burkinabé a évolué dans une association de quartier, etc., etc. Les gens ont un niveau, c'est-à-dire le degré de connaissance s'améliore au fur et à mesure. Mais il faut faire attention. Les discours qui sont des discours hors normes, je crois qu'on en aura toujours, mais ils n'atteindront pas toujours leur cible. Parce que c'est seulement un pourcentage faible de gens qui ont accès à cette littérature-là. Les gens plus avisés regardent, sourient et passent. Maintenant, les acteurs politiques, dans leur diatribe, qu'est-ce qu'ils nous montrent? Je crois qu'au niveau des médias, il faut faire très attention.
l'expérience que j'ai vécue dans ma carrière de journaliste fonctionnaire, c'est que les hommes politiques disent des choses qu'ils ne pensent pas forcément. Et très souvent, ils se retrouvent. Mais il faut faire du bruit pour chercher des partisans. Mais lorsqu'on regarde le parcours de nos hommes politiques, on voit que la plupart ont fait soit les mêmes écoles, soit les mêmes associations, soit se sont retrouvés dans les mêmes régimes. Et que par moments, c'est plutôt des règlements de compte qui datent depuis l'adolescence, ou qui datent de l'université, ou de je ne sais plus quelle naissance ou disparition de quelle association. Donc, il y a des phénomènes qui sont en fait des épiphénomènes. Bon, on s'habitue à les entendre dire, tenir un certain langage, mais telle n'est pas la réalité. Les gens se retrouvent toujours pour défendre leurs intérêts. Vous verrez tous ces grands procès, tous ces déballages, soi-disant déballages. En tant qu'homme des médias, je regarde ça chaque fois et comme je dis, je souris, je passe. Parce que je ne suis pas très convaincu. Les gens ont des intérêts. Ils sont autour de leurs intérêts en fait. C'est quand ils ont des petites déceptions qu'ils prennent la parole pour dire voilà, voilà, voilà. De façon générale, je crois que nous avons un problème avec nos hommes politiques, c'est l'honnêteté. Sont-ils vraiment honnêtes? Et c'est peut-être le rôle aussi de la presse de travailler à éclairer l'opinion sur ces questions, à donner les clés de lecture du discours politique. Voilà. Les outils que nous avons, par exemple, c'est effectivement ce que nous avons dans notre code déontologique, il faut les avoir. Il faut avoir des principes de base dans notre travail. L'impartialité, la vérité, respecter quand même, protéger. Et la vie privée doit être protégée. La présomption d'innocence. Nous avons de grands principes. On voudrait que les journalistes épousent définitivement ces principes-là et ne se laissent pas divaguer et entraîner vers des rivages où c'est plutôt le jeu des intérêts. Parce que lorsqu'on regarde nos hommes politiques, on voit qu'ils parlent, mais les problèmes demeurent. Et ils passent, et les problèmes demeurent. Donc cela veut dire qu'il y a un travail qui doit être fait par la presse. Il faut leur rappeler chaque fois que nous avons des problèmes dans ce pays et que opposition comme majorité, ils ont du travail. S'ils ont été élus par des citoyens, c'est pour résoudre les problèmes des citoyens. Et les citoyens ne vont pas continuer à les regarder. Et nous, dans la presse, on doit leur rappeler tous les jours que, en fait, quelle que soit l'idéologie à laquelle ils disent appartenir, nous avons des problèmes dans ce pays qui ne sont toujours pas résolus, qui persistent. Et c'est ça le plus important. Et c'est ça le plus important. Les réseaux sociaux, un bon régulateur pour le contenu des médias. De plus en plus, on voit que, effectivement, sur les réseaux sociaux, le travail des journalistes est passé au crible. Oui, vous savez que c'est difficile aussi, hein, quand même, les réseaux sociaux. Un journaliste qui ne peut pas écrire quelque chose, qui ne peut pas dire quelque chose dans sa salle de rédaction, mais il va passer par les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, c'est un danger, mais les réseaux sociaux aussi, c'est une forme de lit d'apprentissage de la démocratie, de la liberté d'expression. Les gens y vont rapidement parce qu'ils sont sûrs qu'ils vont être entendus par un flot incroyable de gens. Ils font leur apprentissage aussi du débat contradictoire et surtout des veilleurs de conscience. La régulation et l'autorégulation ici, c'est pas facile parce que vous avez des écrits, vous avez c'est transfrontalier. C'est-à-dire qu'il faut qu'on dépasse nos frontières. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, l'OBM, lors de l'une des rencontres des différents ombudsman de la région ouest africaine, la sous-région ouest africaine, avait fait des propositions pour qu'on puisse retrouver un cadre où on va se rencontrer. Les médiateurs, par exemple, les médiateurs de façon ses homologues, et puis l'OBM, le CSC, etc., etc., on puisse se retrouver pour discuter de ces questions-là. Parce qu'il n'est pas facile aujourd'hui de traiter de la question des réseaux sociaux. On a évidemment des lois qu'on a prises au niveau de Burkina Faso, mais vous savez, c'est pas facile. Il faut chaque fois revoir. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent toujours pas que les réseaux sociaux, ce n'est pas le salon d'à côté. Lorsque vous écrivez, lorsque vous envoyez des images, mais ça va ailleurs, et puis ma foi, la protection n'est pas toujours assurée. Et vous pouvez vous compromettre aussi, rien que par vos écrits, par vos images.
Et de plus en plus, on a comme l'impression que beaucoup de journalistes pensent qu'il vaut mieux écrire sur les réseaux sociaux que dans leurs propres médias. C'est aussi le danger qui guette les médias traditionnels. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit tout à l'heure, j'ai dit le journaliste qui n'est pas confortable dans sa salle de rédaction, il passe par les réseaux sociaux pour faire passer son message. Mais c'est un journaliste qui, ma foi, n'est pas honnête envers lui-même et n'est pas honnête envers son public. Encore moins soucieux de la préservation de l'intérêt général. Sinon, un bon journaliste doit avoir quand même comment je vais dire, l'outrecuidance, parce que c'est ça, de dire tout ce qu'il pense et d'écrire aussi ce qu'il pense, parce qu'il est protégé par la profession. Le débat, c'est aussi, est-ce que le patron de presse ou celui qui est en charge de la ligne éditoriale du média peut avoir un regard sur ce que le journaliste publie sur les réseaux sociaux? Le débat s'est posé en France où certains grands journaux ont voulu effectivement que même sur la page Facebook, par exemple, des journalistes, que le média ait un regard, parce que c'est difficile de dissocier la production du journaliste sur sa page et son appartenance à un média. Non, je crois que là, on va ici, je dirais même qu'ici, le journaliste, finalement, il n'a pas de protection de vie privée. Je suis journaliste, mais quand je vais sur Facebook, je deviens un individu quelconque. Maintenant, moi, de savoir si j'écris en tant que journaliste ou bien si j'écris en tant que moi-même. Et si je considère que je suis un journaliste, c'est le journaliste Ahmed Koné, cela veut dire que j'ai un minimum de gens, de lectorat, ou en tout cas de téléspectateurs qui me suivent, quel que soit le type de médias. Par conséquent, par égard envers eux, je dois m'empêcher d'écrire certaines insanités. Je crois que c'est très important. Vous écrivez quelque chose, tout le monde sait que vous ne le pensez pas vraiment. Passez par les réseaux sociaux, mais c'est un problème de crédibilité. Parce que dans notre profession, crédibilité, c'est d'abord l'honnêteté et puis la compétence. Alors, où se trouve votre crédibilité? Si sur les réseaux sociaux, vous dites une chose et puis dans les médias, vous dites le contraire. Je crois qu'il faut quand même faire attention. Je crois que ça, c'est un peu de la salubrité intellectuelle individuelle. D'accord. Parlant de régulation avec le Conseil supérieur de la communication, une nouvelle équipe est arrivée pour remettre l'institution sur les rails après de longs moments de crise. Alors, la désignation des conseillers, l'OBM a été consulté? Non, l'OBM n'a pas été consulté. L'OBM a cherché même à faire passer son message au niveau des officiels. Nous avions eu une séance de travail avec le ministère de la Communication au CSC, bien avant toute cette histoire, il y a longtemps, et puis aux côtés d'autres organisations, l'association des retraités, je crois que la JB était là, le Synatique, en tout cas le Centre Norvège Zongo était là, et puis beaucoup d'autres organisations. On avait eu à échanger à propos de cela. Mais par la suite, lorsque on a voulu mettre en place la nouvelle structure, disons les nouveaux conseillers, n'avons pas été consultés. Mais nous avons été invités par la Commission des affaires institutionnelles de l'Assemblée nationale à un échange autour donc de la question la loi organique. des textes, la loi organique. Et nous avions eu l'occasion à le dire aux députés. J'ai même été obligé de faire une certaine genèse du Conseil supérieur de la communication. Parce que... Parlant des textes, vous avez été aussi à la base par rapport à l'écriture des textes Bon, c'est un peu trop dire. L'institution. Moi, j'avais proposé en 81 dans un article que l'Observateur a publié du 1er au 7 juillet 1981. Bon, les gens peuvent tout aller chercher ça. J'avais proposé la création d'un conseil supérieur de la presse, mais qui soit un organe indépendant et qui devrait regrouper les journalistes et des magistrats. Parce que j'avais estimé à l'époque, on était en train de sortir du débat sur le nouvel ordre mondial de l'information et de la communication. Et c'est le titre que j'avais même proposé, nouvel ordre national de l'information. Mais c'était très long et l'Observateur avait retenu l'aspect critique de l'information et donc du contenu de l'article, et ils avaient proposé pour une presse critique. Et j'avais proposé donc un CSP, en quelque sorte, un Conseil supérieur de la presse,
et puis une conférence nationale de l'information. La conférence nationale de l'information, c'est un genre de CES avec toutes les composantes de l'État, hein, pour dessiner une politique de communication que les différents gouvernants qui viendront auront simplement à peaufiner et adapter à leur contexte. Ça a été, et puis en 83, je suis devenu secrétaire général du ministère de l'Information, donc sous la Révolution, et j'ai profité de cette année, j'ai proposé à mon ministre, Feu Adama Touré, qui l'a amené en conseil des ministres. Ça a été adopté, mais on n'a pas eu le temps de mettre en place donc ce conseil supérieur de la presse. 14 ans plus tard, donc en 95, est né le conseil supérieur de l'information, auquel a succédé le conseil supérieur de la communication. Malheureusement, comme j'ai eu à le regretter au niveau du Parlement, quand j'ai rencontré la commission des honorables députés, je dis ça a été trop politisé. Il fallait un organe indépendant. Mais si vous créez une institution d'État qui est très très politisée, bien entendu, il y aura des histoires. Et c'est ce qui est arrivé. Et maintenant qu'on veut créer, on veut mettre en place, on veut revoir les textes organiques, j'ai dit, mais écoutez, commencez par dépolitiser. Ne permettez pas que, n'adoptez pas un conseil où vous avez un nombre... 9 conseillers, la présidence désigne 3 personnes. L'Assemblée nationale 2. J'ai dit, il n'y a même pas de professionnels. J'ai dit, 3 groupes, 3 personnes qui représentent la corporation. C'est bien dommage. Hein. Il dit, il s'agit de discuter des questions d'ordre professionnel. C'est vrai que, dans certains pays, on fait en sorte que les conseils, les organes de régulation soient nommés par les pouvoirs publics. Mais on peut s'entendre pour que ce soit aussi, puisqu'il y a aussi la deuxième variante qui est que les gens sont nommés par les acteurs politiques et aussi les professionnels. Ici, c'est presque acquis que c'était les professionnels et les pouvoirs publics. Donc, la présidence nomme 3 personnes, l'Assemblée nationale nomme 2 personnes, et puis maintenant, le Conseil constitutionnel nomme une personne. Et maintenant, du côté des médias, 3 places. Mais cela veut dire que c'est sur des bases consensuelles. Mais si ce n'est pas sur des bases consensuelles, il y aura nécessairement litige. Oui, justement, parce que vous parlez des conseillers issus de la présidence, par exemple, mais à l'intérieur, il y a une exigence aussi qui fait qu'il y ait des professionnels aussi, des médias, que ce soit au niveau de la présidence ou non. aussi... Non, il ne s'agit pas ici de retirer, par exemple, aux acteurs politiques leurs droits. Ils ont des prérogatives puisque c'est l'État. Et puis, il ne faut pas oublier que, par exemple, le chef de l'État, quand même, ce sont les Burkinabés qui l'ont élu. Donc, il est quand même... la gouvernance totale, quand même, c'est une légitimité. Il faut lui reconnaître. C'est pour cela qu'on peut comprendre qu'il puisse avoir 3 postes. Par exemple, il peut nommer un conseiller en communication, un juriste, et puis un 3e qui peut être un conseiller politique. Pourquoi pas? Et puis à l'Assemblée nationale, les 2, ça peut être la majorité et puis l'opposition. Le Conseil constitutionnel, c'est par rapport donc à la légalité, à la conformité des lois. On donne un magistrat. Et maintenant, les 3 autres, ce sont les représentants des médias. Vous voyez, si on considère par exemple rien que la radio, la télévision, la presse écrite, les médias en ligne, voilà, les médias en ligne, et puis vous continuez, les publicitaires, et ma foi, tout le patronat de la presse, et puis on sort, il y a les agences de communication, les agences en conseil, en communication, vous avez les écoles de formation, etc., etc. Vous avez tout, mais 3 représentants, ça veut dire qu'il faut que les gens viennent s'asseoir pour désigner leurs représentants. Est-ce que dans leurs représentants, on va aussi demander au ministère de la Communication de désigner quelqu'un, ainsi de suite. Il y a une bagarre. Là le débat justement sur le processus de désignation des représentants effectivement des organisations professionnelles. Le débat, il est là. Comment on définit une organisation professionnelle des médias? Parce que là, l'AJB et le Synatic se sont sentis exclus et finalement se demandent s'ils sont des organisations professionnelles, si elles sont des organisations professionnelles ou pas. Le débat, il est là. Oui, mais c'est pour ça que je dis que ça a été très politisé. Parce qu'il ne devrait pas y avoir de problème politique ici. On sait qui est organisation, on sait il y a des... Mais en fait, le débat n'est pas toujours... Il faut continuer. Parce qu'il ne s'agit pas d'être là-bas. Il y a des gens qui tiennent absolument à y être. Parce que ma foi, comme on dit dans la rue, il y a du gombo dedans. Parce que les conseils sont des gens qui ont un très bon revenu. Vous savez, ça tourne autour du million.
Vous voyez? Alors donc, beaucoup de gens veulent y aller aussi pour aller à la pêche. Bon, ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Et bon, il y a aussi évidemment les prises de position politiques, ainsi de suite. Mais les organisations qui sont officiellement reconnues, parce que c'est ça aussi le problème du Burkina Faso. Il y a beaucoup d'organisations qui existent, mais après l'attribution des récépissés, ça ne fonctionne même pas. C'est des organisations véritablement représentatives. Ça ne fonctionne pas. Bon, on n'a pas payé les droits, etc., etc. Bon, tout ça, ce sont des choses. Et vous avez des organisations qu'on a créées parce qu'on n'était pas content, exactement comme les partis politiques. Pour un oui ou pour un non, on crée son organisation parallèlement et puis on va faire la guerre à l'autre. Mais là, aujourd'hui, la question véritablement divise les organisations. On a vu d'un côté la CEP, les organisations patronales qui sont sorties à la limite pour contredire ce que avançait comme argument l'AJB et le Synatic. Oui, mais c'est ce que je dis. Parce qu'ici, il y a un véritable combat. C'est un combat, je n'ai pas envie de dire politico-idéologique, mais vous savez, il faut contrôler non seulement le paysage médiatique, parce que les gens viendront, chacun voudra créer sa radio ou sa télé par la suite. Donc, il faudrait bien que le CSC se penche sur ces offres-là. Il y a aussi le flux médiatique. Il y a tout ce contrôle du contenu. Or, nous sommes à la veille d'échéances électorales. Donc, chacun voudrait se faire aussi censeur ou, comme il faut, partisan ou adversaire du pouvoir. Chacun voudrait être là aussi pour pouvoir apporter son contenu aussi. Ça touche. Mais ces organisations qui se battent, moi, j'aurais bien voulu les voir en train de se battre par rapport à la convention collective. Et j'aimerais bien voir les journalistes se retrouver pour discuter de relecture de ces textes-là. Parce que, en fait, ça n'a pas vraiment été relu par les professionnels. Si on mettait en place, comme l'OBM le souhaite, un comité ad hoc élargi qui fasse que tout le monde se retrouve autour de ces textes, qu'on en détermine les contours exacts, qu'on voit jusqu'aux attributions. Visiblement, je crois que ça n'arrange pas le patronat. Ça permettrait. Pourquoi pas? Mais le patronat peut avoir aussi son mot à dire, c'est normal. Je crois qu'il s'agit d'un conseil, en fait. Je crois que les gens perdent ça de vue. C'est un conseil. C'est pour que, au niveau de la communication, ça s'améliore au Burkina Faso. C'est pas pour le beau regard de X ou Y, les beaux yeux de X ou Y. C'est pour que, quand même, bon, la communication évolue favorablement au Burkina Faso, je veux dire favorablement au niveau des citoyens. Parce que tel que le Conseil supérieur de la communication se présente aujourd'hui, on a un président qui a été conseiller spécial du président du Faso, qui a été nommé par le président de l'Assemblée nationale. Donc la coloration politique, parfois, elle est là, est déjà critiquée. Mais derrière, avec ce qui s'est passé avec les organisations professionnelles, les associations professionnelles de journalistes ont l'impression que finalement on a affaire à un conseiller où il n'y a que les politiques et les patrons de presse, si bien que on soulève déjà des inquiétudes sur la régulation. Non, les inquiétudes, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Est-ce que vous sentez que ça vous échappe? Et c'est le cas de le dire. Mais moi, je dis que c'est depuis longtemps que c'était politisé. Je vous ai dit tout à l'heure que quand j'avais proposé le CSP en 81, mise en place en 84, mais bon, disons, adopté en Conseil des ministres, mais c'était un organe indépendant qui ne serait constitué que de magistrats et de journalistes. Mais aujourd'hui, vous voyez quelle est la composition. Mais on a ouvert, c'est vrai, mais comment on y arrive et quelle politique on entend mettre en place? C'est ça le débat en fait. C'est pour cela que j'ai dit beaucoup d'organisations se sentent lésées parce que d'autres ont été mis sur le piédestal et justement le débat c'est ça. C'est comment faire en sorte qu'on dépolitise cet instrument de l'État à la veille des élections. Parce que justement le nouveau président était un conseiller spécial où il était, je ne sais pas, parce qu'officiellement est-ce qu'il a démissionné de son précédent poste, je ne sais pas. Logiquement. Parce que lui aussi, il a travaillé dans les médias, parce que je crois qu'on a donné son CV l'autre jour, et il a travaillé pour l'Indépendant, l'événement, il a couvert, bon bref, c'est un magistrat quand même, un avocat quand même qui a des répondants, et qui s'est beaucoup intéressé aux questions des médias, et donc un homme quand même, bon, qu'on dit, bon, assez ouvert d'esprit.
Et il a même essayé de faire convaincre les gens l'autre jour, comme quoi il est soucieux aussi de la question du respect de la liberté de presse. Bon, tout cela mis dedans. Je crois que les professionnels des médias sont, selon moi, les premiers responsables de la catastrophe pour n'avoir pas été vigilants et pour avoir laissé passer la pilule CSI, CSC. Parce que s'ils avaient été très vigilants, ils n'auraient pas dû accepter les textes en l'état. Aujourd'hui qu'on a essayé de rebâtir les textes à l'Assemblée nationale, je les ai encore moins vus. C'était l'occasion de véritablement un débat ou un conseil indépendant. Oui, et moi-même j'ai posé le problème aux parlementaires, c'est ce que je vous ai dit. Et je vous ai dit, par exemple, quand on regarde les associations, tout à l'heure, dans nos débats, vous avez parlé de la contribution des anciens. Mais l'ARCI, l'association des retraités de la communication et de l'information, ne figure nulle part. Pourtant, j'avais proposé ça aux parlementaires. J'avais proposé ça au ministère de la Communication lorsqu'on s'est retrouvé au CSC pour discuter de ces questions-là. Mais il faut absolument que, quand même, l'ARTEL, la Ligue des consommateurs, que les mouvements des droits humains, mais toutes ces organisations ont leur place au Conseil supérieur de la communication. Lorsque vous parlez de la publicité sur les questions de santé, les cosmétiques, les enfants, etc., ce sont des questions qui se débattent aussi au Conseil supérieur de la communication. Donc, il faut que l'aéropage soit suffisamment large pour que ces questions sensibles soient traitées par des gens, des experts qui s'y connaissent. Et je crois que, bon, M. Tankano nous a donné le sentiment que c'est un homme ouvert d'esprit qui veut bien s'intéresser à la chose. Mais nous disons, nous sommes inquiets seulement par rapport à des questions qui pourraient toucher à l'impartialité, à l'honnêteté, au traitement de l'information, l'équilibre de l'information, etc. C'est nos grands principes de protection de la vie. Il ne faudrait pas qu'on dérape à la veille des élections. Il ne faudrait pas que le CSC reçoive des ordres de qui que ce soit. Il faut qu'il soit suffisamment au-dessus de la mêlée. C'est ça notre inquiétude. Maintenant, les organisations des journalistes et les patrons de presse, bon, ça c'est toujours le même débat. Hein. C'est une cuisinette interne, mais je crois que tout ça c'est parce que les gens ne se sont pas vus pour dégager quand même un consensus. Ça peut toujours se réparer. C'est pour cela que je dis, il faut qu'on accepte au niveau de l'État, qu'on mette en place un organe, en tout cas un comité ad hoc, qui revoit les textes. Parce que pour les prochains conseillers, il ne faut pas qu'on se retrouve encore en train de faire la bagarre. Ceux qui sont déjà là sont là. Je crois que ce n'est pas la peine de se tirailler, ils sont déjà là. Maintenant, il faut lutter pour que les choses s'améliorent. Peut-être que ce Tankwano, quand nous aurons l'occasion de nous voir, parce que l'OBM collabore avec le CSC, c'est l'organe d'autorégulation et l'organe de régulation. On va certainement travailler ensemble. Je crois qu'il faudrait trouver un minimum de cadre de concertation avec par exemple l'AJB, les Synatiques et toutes les autres organisations qui se sentent lésées pour accompagner la structure nouvelle, enfin les conseillers dans leurs tâches. Il faut qu'on leur allège le travail. Je dis ça, c'est très important parce que nous sommes à la veille des élections et il ne faudrait pas que ce débat-là, quand même, bon, on s'enlise là-dedans. Voilà, police, l'environnement, c'est pas bon. Décrédibilise l'institution. C'est ça, exactement. D'où la nécessité d'aller très vite parce qu'on est déjà à moins de 3 ans. Des échéances. Non, au niveau des médias, pour nous, c'est demain. C'est déjà demain. D'accord. On est en fin d'émission déjà. Vous allez me dire ce que vous pensez de Mathias Tankwano, justement. Ah oui, je l'ai dit tout à l'heure. C'est quelqu'un que je ne connaissais pas. Bon, j'ai entendu parler de lui comme ça, mais il a pris quand même des engagements l'autre jour à son installation. J'y étais. Et il s'est dit en faveur du respect de la liberté de presse. Il a rassuré les journalistes qu'il va faire le travail. Et nous, comme on dit, le bon maçon, c'est au pied du mur. Et l'OBM sera là pour l'accompagner, pour l'aider avec les autres conseillers. Mais je dis, nous avons des grands principes. Il faudrait absolument qu'il se nourrisse ces grands principes et qu'il les respecte et qu'il les fasse respecter. En même temps, pour les cahiers de charges, pour ceux qui vont demander à venir sur les ondes, à ouvrir une radio, etc., etc., il ne faudrait pas qu'on ait le sentiment que, je ne sais pas moi, il y a un œil partisan quelque part.
il faudrait rassurer tout le monde que, effectivement, dans la gestion de la communication au Burkina, vraiment, on sera au-dessus de la mêlée. Et ça, c'est très important. Je crois que c'est ça qu'il faut qu'ils respectent surtout. Il ne faudrait pas qu'on ait l'impression qu'on accepte, fait la concentration, qu'un camp a plus de médias que l'autre, ou que lorsqu'il s'agit de tel individu, on laisse passer, mais quand c'est l'autre, on tape dessus. Non. Il faudrait que tout le monde soit convaincu, au fur et à mesure que les jours vont passer, que notre communication est bien gérée de manière impartiale et sans accroc politique. Sans accroc politique. Rémi Danguinou, ministre de la Communication. Ce que je pense de lui, je crois que Rémi, on l'a connu un grand travailleur dans les médias. En tant que ministre de la Communication, je crois qu'il fait du très bon travail. Bien sûr, il y a souvent des difficultés. Mais je crois qu'au Burkina Faso en particulier, tout le monde est ministre de la Communication. Lorsque vous faites déplacer l'accent sur le « et », on vous ramène en arrière pour dire « attention ici ». Je crois qu'il a du travail parce que on a parlé de cet aéropage de journalistes insuffisamment formés ou de super journalistes et puis des boutiquiers de l'information. Il y a un magma incroyable à gérer, ce n'est pas facile. Il fait ce qu'il peut, mais il faut que les gens soient ouverts. Très souvent, on nous ramène en arrière dans certains débats. Il a fait ci, il a fait ça. Je crois que c'est en fait le consensus qui manque. Il faut qu'il aille aussi vers les médias, qu'il discute. Mais il ne faut pas qu'on le regarde comme un homme des médias qui veut taper sur les médias. Il ne faut pas aussi que l'aspect politique l'emporte, parce que lui-même, il ne contrôle pas tout aussi, je crois bien. Je l'ai découvert homme politique, je ne savais pas, mais il est homme politique, homme de communication. Et ça dérange parfois aussi, évidemment, ses adversaires politiques, que ce soit dans les médias ou pas. Mais je crois quand même que, pour ma part, c'est un bon porte-parole du gouvernement, un journaliste équilibré, quelqu'un qui sait rendre compte, qui a une très bonne capacité d'analyse et de restitution. Pour un jeune, je crois qu'il a fait bonne carrière dans les médias. Je crois qu'il fera toujours bonne carrière en politique. Je vais lui recommander surtout de ne pas craindre d'affronter l'a priori. Il faut discuter avec ceux qui ne sont pas de ton bord. Tu dois apprendre en quelque sorte à discuter avec les journalistes, quel que soit leur bord. Et surtout, ne pas donner le sentiment d'avoir des prises de position vraiment figées. Ça, c'est très important. Et je demanderai aux médias, lorsqu'un journaliste devient ministre, de grâce, travaillez avec lui. Parce que c'est dans votre secteur, c'est dans notre secteur qu'il travaille. Mais si vous liguez contre votre propre collègue, qui est devenu DG, qui est devenu SG, qui est devenu ministre, parce que malheureusement c'est aussi une tradition burkinabé. On se ligue toujours contre des journalistes qui ont, comment je vais dire ça, qui ont eu quand même de l'ascendance quelque part, ou qui ont eu l'opportunité d'occuper certains postes. Et très souvent dans les médias, je vois ça. C'est une vieille guéguerre. Il faut qu'on s'arrête, il faut qu'on l'arrête. On ne doit plus continuer. On n'aime pas la réussite. Telle personne, oh là là, on le connaît. Il n'a pas le poids, il ne fait pas le poids, il ne fera jamais le poids. Et on va dans... Non, il faut arrêter. C'est une faute burkinabé de façon générale. Mais les journalistes l'ont tellement adopté que ça devient malsain. Parce que notre secteur est l'un des secteurs les moins bien avancés dans l'histoire du Burkina. Tout ça parce que, il y a manque de collégialité. Et d'ailleurs, pour terminer, je dirais qu'au niveau de l'OBM, nous entendons organiser des rencontres prochainement sur la confraternité et sur le journalisme et politique. Parce que nous avons constaté qu'il y a du travail à faire. Pour terminer, Chérif Sy, c'est un autre confrère. Ah oui, Chérif Sy est un autre confrère. Le petit frère, comme je l'appelle. Chérif Sy occupe un poste qui n'existait pas, qui n'est pas dans la Constitution. Je crois que c'est quelqu'un qui a du mérite et qui se bat. Maintenant, les journalistes, chacun peut raconter ce qu'il veut, mais on le voit qui essaie de s'en sortir. Et comme je dis, c'est pas facile. Lorsque vous êtes très visible, vous êtes facilement
fragilisée par vos propres confrères. C'est pour cela que je dis il faut de la calmer au niveau des journalistes. Lorsqu'un journaliste occupe un poste, surtout politique, affaires étrangères, communication, aux représentants, etc. Nous n'en avons pas beaucoup. Donc, nous devons applaudir au moins que des journalistes occupent certains postes. Voilà, c'est une fierté, mais sans exagération quand même. Sans exagération, il faut que nous soyons quand même empreints d'un minimum de collégialité, de confraternité, qu'on les accompagne. Parce que généralement, les journalistes sont assez maladroits. C'est comme l'Albatros, non, du célèbre écrivain, poète français. Je crois que nous sommes maladroits quand nous ne sommes pas dans notre univers. Raison de plus pour que les collègues nous accompagnent. Et surtout, bon, ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas être critiques. Ils doivent être critiques, mais ils doivent savoir nous accompagner. Parce que les médecins accompagnent tous les ministres de la Santé. Voilà. Merci d'être passé dans le fauteuil blanc ce soir. Et je vous remercie aussi de m'avoir donné cette opportunité de m'adresser à vos téléspectateurs que je sais toujours dans l'attente. Mais je voudrais rassurer les Burkinabés qu'au niveau des médias, il y a certainement beaucoup de difficultés, mais on travaille bien au Burkina Faso. C'est pour ça que nous sommes bien classés. Il faut nous aider. Notre presse est jeune, elle fait beaucoup de bêtises, c'est vrai, mais qui n'en fait pas. Mais de façon générale, nous pouvons être fiers quand même de nos jeunes journalistes qui grouillent pour que ces pays-là sortent de ces difficultés de tous ordres. Et je remercie tous ceux qui nous ont suivis. J'espère vraiment que nous leur avons apporté un petit peu de notre contribution. Merci. Merci encore. Merci à BFM. Ahmed Mamadou Koné, président de l'OBM, l'Observatoire burkinabé des médias, est notre invité du jour. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Excellent suite de programme sur la chaîne Au cœur de nos défis et un bonsoir particulier à tous ceux qui nous suivent du côté de Libreville.